Depuis quelques années, dans le monde, le débat fait rage sur la question de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, communément appelés OGM. L'utilisation des OGM est devenue fréquente, voire banale. Nous les trouvons avant tout dans l'agriculture et donc au final dans nos assiettes. Loin des pays producteurs d'OGM, la Nouvelle-Calédonie n'est pas à l'abri d'une invasion de ces produits génétiquement modifiés. Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié? Pourquoi les OGM suscitent la crainte et pourquoi est-il nécessaire de se pencher aujourd'hui sur la question? Nous revenons donc sur le sujet avec nos invités aujourd'hui. Président de l'association Stop OGM, Alex Bargiban, vice-président de l'association Joanito Wamitan, secrétaire Claire Chauvet et membre actif de l'association Laurent L'Ermite. Bonjour à tous les quatre et bienvenue sur NC Première. Bonjour. Merci. Bonjour. Tout au long de l'émission, chers auditeurs et auditrices, le micro est ouvert pour vous également. Si la question vous intéresse, contactez-nous au 258 258. Le standard est ouvert et nous vous attendons. Pour nous faire une piqûre de rappel sur la question, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un organisme génétiquement modifié? Claire? Oui. Alors un organisme génétiquement modifié, donc ça peut être une plante, ça peut être un animal, une bactérie, enfin tout ce qui est vivant en fait. Et c'est en fait modifier les organismes de façon non naturelle en laboratoire. Donc c'est beaucoup utilisé en agriculture, effectivement. Donc, pour prendre un exemple simple, par exemple, vous avez, c'est l'exemple le plus frappant, vous avez une tomate et en laboratoire, vous allez introduire un gène de poisson dans la tomate pour lui conférer des nouvelles propriétés, donc par exemple pour qu'elle résiste au froid. Donc voilà, donc on modifie en fait le patrimoine génétique des organismes de façon complètement non naturelle, et c'est ça les organismes génétiquement modifiés. Donc la plupart des OGM en fait qu'on trouve aujourd'hui, c'est des plantes qui sont soit résistantes à un herbicide. On les modifie pour qu'elles deviennent résistantes, c'est-à-dire que quand on plante, par exemple, le maïs résistant à l'herbicide, on va pouvoir l'asperger avec l'herbicide, ça va tuer toutes les mauvaises herbes, sauf le maïs. Donc ça, c'est les principaux OGM. Et l'autre catégorie, la plus connue, c'est donc des plantes qui sont résistantes à des insectes. Elles produisent elles-mêmes dans leurs cellules un insecticide quand le parasite ou l'insecte va manger la plante, en fait, il va mourir. Donc ça produit un herbicide. Donc c'est vraiment des plantes qui sont associées à des techniques culturales modernes pour soi-disant donc améliorer les rendements. Et donc voilà. Par contre, on trouve aussi ça existe maintenant des animaux génétiquement modifiés. Le premier donc qui est en passe d'être commercialisé donc aux États-Unis, c'est un saumon génétiquement modifié qui grossit plus vite. On a fait en sorte qu'il produise des hormones pour qu'il grossisse beaucoup plus vite. Donc ça touche principalement l'agriculture, mais on peut aussi trouver des OGM pour d'autres raisons. Ça peut être par exemple des arbres pour les plantations d'arbres, ça peut être du gazon pour le golf, ça peut être, enfin voilà, il y a tout un panel de choses. Il y a des moustiques aussi qui ont été génétiquement modifiés. Enfin voilà, c'est tout un tas d'organismes comme ça. Et donc ils ont été créés ces OGM pour dans le cadre de l'agriculture, par exemple, pour être résistants. C'est vraiment pour leur apporter de nouvelles, comment on va dire ça? C'est des nouvelles propriétés. Voilà. Mais sauf que c'est des choses qu'on trouve pas dans la nature. C'est vraiment ça la caractéristique d'un OGM, la définition, on va dire, la plus communément admise et qui est la mieux définie dans la réglementation donc européenne, c'est de dire c'est tout organisme qui a été modifié de façon non naturelle. Donc ça suscite pas mal de débats, mais voilà. Donc à l'époque de la création de ces OGM, ça représentait quand même une avancée scientifique. Aujourd'hui, pourquoi il y a tout ce débat autour de l'utilisation des OGM? Laurent, Alex? Oui, une avancée scientifique, on peut relativiser quand même parce que on crée donc des êtres vivants qui n'existent pas sur la planète. Et donc on joue un petit peu on joue un peu les apprentis sorciers avec la nature, ce qui est très très grave quoi. On peut imaginer que si demain un martien débarquait sur le Caillou et vienne avec ses plantes qui poseraient comme ça autour de sa soucoupe volante,
on aurait quelques réticences à les accepter. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Et donc, ces avantages à l'utilisation des OGM, c'est quoi ? En fait, faut bien distinguer deux choses. Les avantages qui sont avancés comme des arguments commerciaux et les avantages réels. Parce que c'est ça, en fait. On dit, c'est quoi les avantages ? Bah oui, Monsanto et puis tous ceux qui produisent des OGM, ils voient plein d'avantages à tout ça, quoi. Après, est-ce que c'est juste des vrais avantages ou c'est juste des arguments commerciaux pour vendre ces produits-là ? Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que beaucoup de promesses avaient été faites sur les OGM et malheureusement, ça tient pas. Enfin, on dit souvent, les OGM vont sauver la faim dans le monde. En réalité, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se trouvent vraiment embêtés maintenant avec ces cultures d'OGM. En Inde, c'est catastrophique. Le coton ils sont dans l'incapacité de produire du coton. Il y a beaucoup de pays qui reculent. Récemment, le Burkina Faso a mis dehors Monsanto en disant la qualité du coton a beaucoup baissé. Donc les rendements sont pas au rendez-vous. Il y a des contaminations à cause des herbicides qui sont utilisés, des plantes qui deviennent résistantes. Donc on voit qu'il y a vraiment quand même des preuves aujourd'hui que les OGM sont pas aussi efficaces que voudraient nous faire croire ceux qui les vendent, quoi. Alors en Nouvelle-Calédonie, quelle est la situation justement de la présence d'OGM ici ? Est-ce qu'on peut évaluer cela ? Alex ? Oui. Donc, alors en fait, la situation sur les OGM ici, alors il faut dire que jusqu'à 2014, donc jusqu'il y a 2 ans, il n'existait en Calédonie absolument aucune réglementation sur l'importation et la culture d'OGM. Donc, avec l'association, nous avons pu faire avancer les choses et faire mettre en place un arrêté qui date de fin 2014, qui réglemente uniquement l'importation et les cultures de céréales OGM et de fruits OGM, mais OGM issus de transgénèse, ce qui ne représente pas tous les OGM en fait scientifiquement parlant, parce qu'il existe 2 principales catégories d'OGM, qui sont les OGM issus de transgénèse, qui sont les plus connus en fait. C'est ceux-là qui sont en fait jusque récemment. Et là, depuis quelques années, apparaissent de plus en plus les OGM issus de mutagénèse, qui sont si je pouvais me permettre, je vais expliquer brièvement la différence. Donc un OGM issu de transgénèse, c'est ce qu'a expliqué Claire tout à l'heure. Donc c'est un organisme donc animal ou végétal dans lequel on insère en laboratoire un gène étranger provenant d'un autre organisme, qu'il soit végétal ou animal d'ailleurs. C'est vraiment donc on casse la barrière naturelle entre les espèces et on vient insérer de façon forcée un gène dans un autre organisme pour lui conférer des nouvelles propriétés, etc. Les OGM issus de mutagénèse, c'est un petit peu différent. C'est aussi une mutation génétique, mais celle-là, elle est forcée non pas en introduisant des gènes, mais en exposant l'organisme en question, donc végétal ou animal, à des doses massives, soit des bains chimiques, soit des expositions rayons ultraviolets par exemple, rayonnement X, plein de choses comme ça. À force de bombardement d'exposition, donc chimique ou de rayons, on obtient des transformations aléatoires dans la chaîne génétique de l'organisme. Et donc, on teste, etc. Et on trouve des nouvelles propriétés à ces organismes qui sont transformés de façon aléatoire. Il y a un exemple qui va sans doute parler à beaucoup d'auditeurs. Vous avez par exemple, avec les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, on a constaté énormément de mutations génétiques dans les organismes végétaux et animaux dans les régions concernées, qui ont été induites par la radioactivité massive. Donc voilà, c'est pour donner un exemple. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais voilà, en gros, la mutagénèse, c'est ça. On force une mutation génétique par des moyens non naturels. C'est un danger, ça ?
pour la population, alors, pour les gens? Scientifiquement parlant, c'est considéré comme un OGM. Ce sont des organismes génétiquement modifiés. Malheureusement, jusqu'à présent, cette catégorie d'OGM n'a pas encore été incluse dans les interdictions dans la plupart des pays dans le monde. Parce que il faut savoir que les OGM sont interdits et ou réglementés très sévèrement dans 65 pays du monde, donc c'est quand même pas rien. Dont la France, l'Union européenne. Il faut savoir qu'en France, ça date quand même de presque 20 ans, ça date de janvier 1997. Donc c'est très très ancien. Réglementation à la fois sur les cultures et tout ça, et aussi sur l'étiquetage. Tu me dis si je me trompe, Claire. Oui, c'est ça. En fait, pour revenir sur la Nouvelle-Calédonie, on a cette réglementation donc, qui a été mise en place fin 2014, enfin mi-2014, qui interdit les semences, donc comme disait Alex, de céréales et de fruits pour ce qui concerne la transgénèse, mais pas la mutagénèse. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a toujours pas, ici en Nouvelle-Calédonie, de réglementation des produits contenant des OGM. C'est-à-dire, il n'y a pas d'étiquetage qui existe, comme ça existe dans beaucoup de pays dans le monde. Par exemple, si vous allez au magasin, que vous achetez un paquet de gâteaux ou de l'huile qui est issue de plantes OGM, c'est pas marqué dessus. En Europe et en Australie, c'est réglementé. S'il y a des OGM dedans, le consommateur est au courant et fait le choix ou non de consommer ces OGM. Ici, ça fait donc le texte est prêt. On a travaillé, c'est pas comme si c'était rien passé. En 2013-2014, il y a eu un gros travail qui a été fait par le comité consultatif de l'environnement, où il y a un texte de réglementation qui a été proposé et donc qui concerne à la fois les semences, l'alimentation animale et l'étiquetage. Donc voilà, nous un des objectifs de l'association, c'est évidemment de faire adopter ces réglementations et puis de faire une veille sur ce qui rentre ou pas ici en Nouvelle-Calédonie. Et là, on est confronté aujourd'hui dans l'actualité à un problème par rapport à ça. Voilà, on peut en parler aussi. Oui, bien sûr. Mais à quel risque la population est-elle exposée lorsqu'on parle d'OGM et lorsqu'on consomme des produits contenant des OGM? Est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent que ça a un impact négatif sur la santé de la population? Joanito, Claire? En fait, comment dire, il y a des études qui ont indépendantes qui ont prouvé qu'il y avait un impact négatif sur la santé humaine. Le problème, c'est que donc ça peut induire des cancers, des problèmes immunitaires, etc. Le problème, c'est qu'il y a très très peu d'études qui ont été faites. Autant aujourd'hui il est difficile de prouver que les OGM, si on en consomme de façon régulière, etc., ça va nous induire des maladies. Par contre, il n'a jamais été prouvé que les OGM n'étaient pas dangereux pour la santé. À l'inverse, ça a jamais été testé pour dire c'est bon, vous pouvez en manger, il n'y a pas de problème. En fait, ça a été introduit dans l'alimentation sans qu'il y ait d'études qui soient faites. Et la plupart des études qui existent, on va dire la quasi-majorité, sont des études qui sont produites par les fabricants d'OGM pour demander les autorisations. Donc c'est facile, vous dites non, mon produit il est bon, mangez-en, etc. Mais il n'y a pas de preuve comme quoi en les consommant on ne va pas être malade. Donc c'est un principe de précaution en fait qu'il faut appliquer. Donc la plupart des gens, quand il y a des sondages qui sont faits, veulent pas manger d'OGM tout simplement parce que aujourd'hui on ne sait pas du tout l'impact que ça peut avoir. Sur du long terme, on n'a aucune visibilité. Voilà, en fait, pardon, je complète ce que disait Claire. Au-delà donc effectivement, le principe de précaution, ça c'est par rapport à la santé humaine et puis le manque total de recul qu'il y a par rapport à ces nouvelles inventions. Mais en fait, le danger, il est parallèlement à ça. Le danger des OGM, c'est par rapport à l'utilisation massive de produits chimiques qui est faite en parallèle, parce que les OGM sont faits pour fonctionner avec tout un tas de produits chimiques, pesticides, herbicides, etc. Donc l'impact, en fait, il est très important en termes
contamination environnementale et pollution environnementale par la pollution des nappes phréatiques, des sols, etc. Ça fait rentrer aussi, donc ça il y a aussi un danger, c'est la pollution génétique en fait. C'est une nouvelle forme de pollution qui n'existait pas avant l'invention des OGM, mais la pollution génétique. Qu'est-ce que c'est que la pollution génétique ? Alors en fait, c'est quand on cultive des OGM, la dissémination par les pollens peut contaminer les cultures traditionnelles. Et donc, quel impact ça peut avoir sur les cultures traditionnelles ? Le souci, c'est que ça peut induire des transformations génétiques sur les semences traditionnelles, les cultures traditionnelles. Ça impacte aussi énormément, et là, je peux m'adresser aux apiculteurs de Calédonie, ça peut impacter énormément toute la production apicole, parce que avec la pollinisation, ça arrive à des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres à la ronde au niveau des contaminations sur les ruches. Donc, des études ont été faites d'ailleurs en ce sens en métropole par rapport à des cultures de maïs muté, où il a été prouvé que la production apicole, donc de miel, était impactée jusqu'à 15 à 20 kilomètres à la ronde de certaines cultures de OGM. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que les OGM, c'est un vaste débat, et qu'on ne peut pas du tout se focaliser uniquement sur le côté « ah oui, c'est dangereux pour la santé parce que oui, mais c'est pas vraiment prouvé, machin ». En fait, c'est tout ce qui est à côté qui est très très dangereux et qui est beaucoup beaucoup plus important d'ailleurs. Au-delà de ça, il y a un aspect économique aussi, c'est que ça va entraîner les agriculteurs et le monde agricole dans un cercle vicieux de grosses dépendances semencières. En plus, il y a un côté économique et juridique également, c'est que quand des cultures traditionnelles sont contaminées, ça veut dire que les agriculteurs victimes de ça se retrouvent exposés à d'éventuelles poursuites par rapport aux brevets, etc. Donc ça, c'est quand même très sérieux. Il y a eu des cas comme ça en Australie d'agriculteurs bio qui ont été poursuivis pour utilisation frauduleuse, alors qu'ils avaient été simplement contaminés par les pollinisations de cultures OGM. Donc voilà. Et un dernier aspect, c'est le côté éthique. Est-ce qu'on a le droit de toucher au vivant ? Est-ce qu'on a le droit de transformer le vivant comme ça ? La nature a mis des millions d'années à se former. Les techniques agricoles se font depuis 10 000 ans maintenant par des sélections, etc. Donc on n'a pas besoin franchement de choses comme ça. Christophe vient de nous rejoindre au standard. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue sur NC Première. Je vous en prie, posez votre question, nous vous écoutons. Je voulais savoir en fait, parce que tout à l'heure il parlait de la mutagénèse, là. Alors c'est autorisé dans tous les pays, et aujourd'hui on voudrait l'interdire en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais savoir c'est qui décide d'interdire les produits en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est Stop OGM là, ou c'est des scientifiques? Parce qu'il y a quand même un paquet de scientifiques dans tout le tas de pays. Alors, Joanito va répondre à votre question. Oui, bonjour Christophe. Alors, ceux qui décident, qui modifient les textes, ce sont les élus. Alors, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, on parlait du principe de précaution. Est-ce que vous, aujourd'hui, qui vivez en Calédonie, vous êtes calédonien sans doute, qui savez sans doute qu'en Calédonie, on a 74% de nos espèces végétales qui sont endémiques. On est au 3e pays au monde, classé au monde, qui avons un taux d'endémicité aussi important après la Nouvelle-Zélande, le Canada. Est-ce que vous, pour vos enfants, vous souhaitez que les OGM qui sont introduits, parce que ce sont des OGM, aujourd'hui en Calédonie, ce n'est pas interdit parce que la loi n'est pas précise, n'est pas aussi précise que le texte en Europe, en France. C'est ça aussi qui est bizarre, c'est que le texte en France, la définition n'est pas la même ici en Calédonie. Donc voilà, ce sont les élus qui décident de modifier les textes. Aujourd'hui, c'est un produit qui n'est pas interdit en Calédonie, mais c'est un OGM par rapport à la définition. Donc je ne sais pas après les Calédoniens s'ils ont du mal à définir ce que c'est qu'un OGM, mais c'est assez simple, c'est ce que Claire dit tout à l'heure. C'est considérer OGM toute semence obtenue de façon non naturelle. Certes, on a des difficultés pour alimenter nos cultures en eau, mais est-ce que c'est ça qu'on pose, nous, la question? On n'est pas là pour dire qu'il faut changer le texte. C'est qu'on est là pour sensibiliser les Calédoniens, notamment les élus, c'est eux qui changent les textes, sur ces principes de précaution, sur le principe de préservation de nos espèces végétales. On est classé au niveau de l'UNESCO.
On est classé au niveau des zones Ramsar. Ce sont des conventions internationales qui mettent notre pays à une échelle mondiale pour les espèces végétales, animales, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que demain, on balaye d'un seul coup de main tout ça? Parce que derrière, il faut assurer une autosuffisance alimentaire à n'importe quel prix. C'est les questions que l'on pose aux Calédoniens. Nous, c'est ça qu'on souhaite faire. Nous, on est une association qui souhaitons alerter les gens. Est-ce que demain, les Calédoniens, ils en ont rien à faire de bouffer des OGM? C'est ça les questions. Est-ce qu'on préfère bouffer, des OGM, du poulet américain, là, qu'on appelle du poulet au chlore? C'est toutes ces questions-là. On parle de le président de l'ERPA, il était invité à NC Première le 26 août. Il parlait des consommateurs, des producteurs qui attendaient des signes de qualité des produits. Est-ce que les OGM, pour vous, c'est un signe de qualité? C'est ça les questions qu'on pose aux élus notamment, parce que c'est eux qui décident des textes. Après, s'ils veulent pas modifier, nous quatre qui sommes là avec les membres de l'association, on dira, on a essayé. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants, nous ne voulons pas que notre pays détériore sa qualité de vie, notamment au niveau du bétail qu'on mangera demain, des poulets, des œufs, etc. Parce que tout le maïs, là, il y a 600 hectares à peu près. Il y en a 300 à Pointe-Bout, 300 à Boulou-Paris. Le bétail qui va bouffer les OGM, les maïs OGM, le poulet, etc., les crevettes. Est-ce que vous, ça vous dérange de manger des OGM avec ce risque-là de cancer, etc. C'est ça les questions qu'on pose aux gens. Il faut arrêter aussi que l'on tourne autour du pot. Il y a les définitions, il y a des débats scientifiques. Même en France, le débat n'est pas clos. Il y a un agriculteur qui disait l'autre fois sur les antennes d'une autre radio que le débat est clos. C'est faux. Le débat en Europe n'est pas clos. Le débat en France n'est pas clos. On a des chercheurs qui disent que les OGM c'est dangereux, il y en a d'autres qui disent que c'est pas dangereux. Comme nos élus ici, il y en a qui disent que la TGC, par exemple, c'est l'actualité, c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous? Moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Laurent voulait rajouter quelque chose. C'était juste un petit a priori. Souvent, on pense que les lois sont faites pour nous embêter. Les lois sont pas uniquement faites pour mettre des PV quand on grille un feu rouge. Les lois ont un principe qui est de protéger normalement la population. Et donc, ça fait 4 ans, et ça commence à être un petit peu fatigant, qu'on se bagarre pour que nos élus prennent leurs responsabilités et fassent des lois pour protéger la population de certains risques, quoi. Et donc, dans le cadre des OGM, la loi, c'est après 4 ans de bagarre, après 1 an de travail, je veux dire, c'était quand même beaucoup de travail. On n'est pas là pour embêter le monde, quoi. On est là juste pour que les gens soient libres de choisir, par exemple avec une loi sur l'étiquetage, d'acheter ou pas, de consommer ou pas. C'est donc une loi qui va renforcer, non pas qui va renforcer la liberté des gens, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que la loi, c'est pas forcément contre les libertés, quoi. Voilà. Voilà pour la réponse. J'espère que Christophe a bien entendu le message de Juanito et Laurent. Tout de suite, Red Hot Chili Peppers et leur titre Dark Necessities, et on se retrouve dans un petit instant. Coming out to the light of day, we got
C'est bon à savoir avec Françoise Wetewea. Nous sommes de retour, vous êtes de retour sur NC Première, dans votre émission C'est bon à savoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alex Bargiban, Joanito Wamitan, Laurent Lermite et Claire Chauvet. Nous parlons bien sûr de la question des OGM. Quelle est la problématique aujourd'hui qui se pose en Nouvelle-Calédonie par rapport à l'utilisation de ces OGM? Qui veut se lancer? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a à l'heure actuelle plus de 600 hectares de maïs OGM qui sont plantés sur le territoire. Donc nous, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est la récolte va bientôt avoir lieu. Ce sont des OGM donc mutés, mais ce sont des OGM. Est-ce qu'on veut consommer ça ou pas? Nous, donc l'association Stop OGM Pacifique, ça fait depuis quand même quelques semaines qu'on parle de ça et qu'on demande donc une destruction de ces parcelles contre indemnisation des agriculteurs, parce qu'on considère que donc ça a été notamment fait dans sans aucune transparence. Je tiens quand même à refaire un petit historique. On a appris ça de façon complètement, je dirais, fortuite, en tombant sur un texte donc qui venait du Sénat français, où certaines personnes, donc la Chambre d'agriculture, le CIVAP, le gouvernement, avaient été auditionnées et était mentionné donc l'introduction de semences mutées sur le territoire. Donc on voit un réel souci, parce que si on n'avait pas fait cette veille juridique, on ne serait jamais eu cette info. Et est-ce que seulement les consommateurs, mais aussi les agriculteurs, sont seulement au courant que ces semences-là sont en réalité des OGM et qu'on est en train de un peu jouer avec le feu en plantant ces semences en Nouvelle-Calédonie? Oui, Rapidement, parce que Rose vient de nous rejoindre au standard. Rose, bonjour, bienvenue dans C'est bon à savoir. Je vous en prie, posez votre question, nous vous écoutons. Bonjour vous tous. Alors moi, à propos des semences, nos agriculteurs, certains, je veux dire, ce sont des hypocrites. Parce que, attendez, tout le monde sait que les semences, maintenant, c'est modifié. Prenez l'exemple. Oui. Moi, j'ai des graines de haricots qui ont plus de 45 ans, qui continuent toujours à pousser. Je donne aux personnes. Parce que les graines de haricots, maintenant, vous achetez un paquet, ils rapportent l'année d'après, il n'y a plus rien. Donc, Monsanto est passé par là. C'est le gros business aussi là-dessous. Pas de marque, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'approprie notre manger, notre bouffe, et puis tout, comme on dit. Parce que manger du poulet chloré, qui vient du Brésil ou de je sais pas trop d'où, et puis du maïs avec des semences modifiées, alors c'est bon, quoi, Et on n'est plus à l'an, je sais pas combien, là, tout le monde on est informé. Moi, j'ai 70 ans, quand même. On apprend des choses quand même, on n'est pas si cucu que ça. Désolée d'être méchante comme ça, mais franchement, les gens, il faut qu'ils apprennent un peu à revenir sur Terre, à manger ce qu'on cultive. Parce qu'on parle d'autosuffisance, mais il y a bien longtemps qu'il faut savoir qu'on parle d'autosuffisance. Parce qu'il y a tellement de modifications dans tout ce qu'on fait, en ce moment, dans tout ce qu'on mange. Alors, essayons d'être plus réalistes, mangeons ce qu'on plante. Sinon, on fait profiter, il y a plein de marchés sur les routes, là, on peut acheter des choses, on sait d'où que ça vient, mais arrêtez de manger du poulet chloré qu'on importe par millions de tonnes sur le territoire. Et puis, certains agriculteurs, moi je reviens dessus, parce que ça c'est de l'hypocrisie totale, Les gens le savent, mais ils continuent tout ça parce qu'il y a de l'argent au bout. Bonne journée à vous tous, et puis merci quand même de ce que vous faites, parce que vous essayez d'informer les gens, mais maintenant, n'est plus, comment on dit le proverbe, celui qui veut pas entendre, voilà. Bon, bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci Rose pour votre intervention. Une réaction, Joanito. Merci Rose. Pour compléter Rose, c'est pas tous les agriculteurs, faut pas les mettre tous dans le même panier. Il y en a certains, lorsqu'ils ont appris que les graines étaient des OGM, la province sud les a sollicités pour racheter les semences. Ces gens-là ont joué le jeu justement pour jouer le principe de précaution. Par contre, il y en a certains qui ont voulu faire leur cow-boy et qui ont planté. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je félicite aussi les agriculteurs qui jouent le jeu pour préserver, comme je disais tout à l'heure, la biodiversité locale et puis, voilà, nos choses qu'on a l'habitude de planter pour se nourrir correctement. Voilà, on parle de vie chère. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles on peut aussi travailler chacun, c'est avoir son propre potager, etc. Donc,
les agriculteurs qui ont fait l'effort de comment. Parce qu'on a les moyens. Donc, on a les moyens de. On a une structure pour les calamités agricoles qui permet aux agriculteurs d'avoir des indemnités lorsqu'il y a des soucis. Là, ils ont enclenché cette aide-là pour racheter les graines. Donc, je ne sais pas pourquoi certains ne veulent pas jouer le jeu. Laurent, vous voulez... Sinon, il y avait aussi la semaine dernière donc la projection du film Le potager de mon grand-père avec les associations Action Biosphère et le GAB. Et je voudrais parler en particulier donc du GAB qui est le regroupement des agriculteurs biologiques et donc qui sont éventuellement, les deux associations sont éventuellement contre l'utilisation des OGM. Mais j'en reviens un petit peu sur le plan économique au GAB. L'un des agriculteurs nous expliquait lors de cette conférence qu'il faut environ 3 ans à une agriculture biologique pour devenir rentable et pour avoir un retour, si vous voulez, de ce qui a été planté, comme les graines qui sont reproductibles, etc. Alors que le maïs dont on parle là, il va avoir un rendement tout de suite, quoi. Voilà, Par contre, sur la terre qui aura été arrosée avec les herbicides, là, il est impossible de recultiver. On nous a proposé très gentiment d'ailleurs, on le remercie, un morceau de terre pour aller cultiver. Il est impossible de recultiver sur la parcelle qui, en 2015, a servi d'essai à ce fameux OGM qui est planté maintenant et qui a été arrosé de l'herbicide qui va avec. Donc, je ne vais pas citer de marque, mais c'est un herbicide très puissant, à tel point que la province Sud l'écrit, vous pouvez le voir sur notre site internet, qu'il est impossible de recultiver quoi que ce soit sur cette parcelle jusqu'en 2018. C'est énorme. Donc, en fait, il y a un certain intérêt dans les OGM, c'est de mettre une dépendance des gens vis-à-vis de l'agriculture. Et ça, c'est fondamentalement, c'est important. Et il faut rester, effectivement, avec les graines de rose. C'est ça. Ferréol nous a rejoint ce matin au Standard. Bonjour. Oui, bonjour. Non, c'est par rapport à votre sujet, des OGM. Là, pourquoi vous n'allez pas carrément, je sais pas, mettre le feu à cette plantation-là? Parce que, je sais pas, là, vous parlez comme ça, mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a des agriculteurs qui sont un peu, voilà... Qui joue le jeu Oui, non, mais il faudrait quand même que c'est pas la peine d'en parler si c'est un truc dangereux voilà, ça là par rapport à des trucs endémiques à notre les plantes, tout ça, la végétation, tout ça. Donc il faudrait prendre une solution ferme là, parce que ça c'est à leur risque et tant pis pour eux, parce que ils savaient bien que c'était des trucs interdits. Et ils le font quand même. Donc, pourquoi ne pas aller là-bas sur place? Il faut aller là-bas sur place pendant un jour et puis mettre le feu à ces deux plantations je sais pas moi. Merci Ferréol pour votre question. Joanito va vous répondre. Merci Ferréol pour la proposition. Mais nous, à Stop OGM, on n'incite pas les gens à violenter les personnes qui ont qui ont planté, à détruire. Nous, on souhaite déjà sensibiliser, les personnes comme vous, comme les autres Calédoniens, qui souhaitent, eux, préserver leur qualité de vie, la qualité de leur alimentation pour eux et leurs enfants, sur cette question-là. Après, on a des responsables. Les responsables, c'est ceux qui veulent jouer les apprentis sorciers, qui veulent, pour une rentabilité de leur exploitation, sans prendre en considération les risques d'impact sur notre biodiversité. Tout à l'heure, on parlait d'impact des OGM. On parlait Alex parlait de la pollution par contamination, on va dire la contamination des autres espèces. Il a parlé des plantes que l'on consomme. Mais on a un gros souci aussi en Calédonie, c'est les plantes envahissantes. Les plantes envahissantes, quand elles peuvent s'adapter aussi elles peuvent devenir résistantes aussi à ces puissants herbicides là. Ça va être un problème aussi pour lutter contre ces plantes. Bref, par rapport à Ferréol, nous, on n'incite pas les gens à aller brûler ou agresser les gens ou détruire. On veut que les gens soient responsables. Prennent conscience de ce problème, qu'il y a des problèmes qui peuvent influer de ces utilisations-là, des OGM. Jean-Pierre vient de nous rejoindre au Standard. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour madame, bonjour Repson, bonjour pays. Est-ce que vous pouvez baisser votre radio? Parce que... Allô? Oui, baissez votre radio s'il vous plaît parce qu'on n'entend pas bien quand vous vous exprimez. J'ai vu l'émission là depuis le départ, Oui. Mais c'est
grave la situation là par rapport à ce qui est en train de développer là. Alors moi je dis que le gouvernement là, et en particulier le président du gouvernement, il est complice dans cette affaire des OGM là. Alors moi j'appelle la population, toute la population à se lever justement pour intervenir comme José Bové l'a fait en métropole. Voilà, je crois. Merci Jean-Pierre. Claire. Pour rebondir par rapport à ces deux interventions, je veux dire, on est certes, donc c'est comme on disait tout à l'heure, c'est les élus qui sont en mesure de changer les textes ou de prendre des responsabilités pour proposer, par exemple, la substitution des semences. Après, on est tous des citoyens responsables. Je veux dire, on a tous notre possibilité de donner notre avis et de demander des actions. Nous, Stop OGM, on fait de l'information. C'est aussi pour que, on n'est pas juste 4 personnes autour d'une table à essayer de résoudre des problèmes ou de proposer des choses. Je veux dire, on peut tous aller, par exemple, tout simplement aller discuter avec les agriculteurs autour de chez nous pour savoir si oui, non, ils cultivent des OGM, du maïs muté ou pas, pour poser les problèmes et pour aller demander des réponses aussi, par exemple, aux élus des communes. Il faut savoir que les communes peuvent très bien prendre des arrêtés sur leur commune pour dire nous, on veut être une commune sans OGM. Il y en a beaucoup qui existent. Et ça, c'est possible. Donc, allez voir vos élus, interrogez-les, interpellez-les pour leur demander. Nous, on fera beaucoup d'informations, on ne pourra pas tout faire. Donc, c'est à chacun sur le terrain de se mobiliser et d'agir en son âme et conscience, après avec les moyens qu'il le souhaite. Chacun est libre. Pour intervenir sur ce problème-là qui est, j'ai envie de dire, presque urgent, quoi. C'est maintenant qu'il faut réagir. Laurent ? Oui, il y a d'autres actions qui sont pacifistes et toutes simples. Ce serait de ne pas acheter à ces producteurs leur maïs et puis, par exemple, qu'ils le mettent dans un cargo et qu'ils le renvoient en Australie. Solution, par exemple. Une solution. Voilà, les communes qui sont ciblées, c'est simple, c'est Boulou-Paris et Pointe-Bout. Voilà. Donc les gens de ces deux communes-là, voilà, est-ce que vous connaissez peut-être sans doute le maire, vous pouvez aller le solliciter aussi pour qu'il agisse, parce que ça se passe sur leur commune. Donc voilà, après il y a un appel aussi je parle aussi aux Kanaks du coin. Est-ce que les grandes chefferies, eux, à leur niveau, ils tolèrent que cette agriculture-là impacte sur leur champ d'igname, leur taro, etc., etc. Justement, est-ce que les chefferies sont au courant de ce... Nous, notre travail à nous, c'est de sensibiliser. On vient ici, merci à NC Première de nous recevoir pour parler, parce qu'on a demandé un droit de réponse à la télévision suite à l'intervention d'un agriculteur de Boulou-Paris. On n'a jamais eu retour, mais nous, on a fait ce travail-là, on a sensibilisé l'aire Djoubé à Kapoumé. Donc on est allé voir les grandes chefferies qui siègent à l'intérieur. On a demandé un espace aussi pour informer, sensibiliser les vieux du pays Kharatu, voilà, parce que ça les concerne, eux, c'est sur leur territoire. Voilà, ensuite, on a des propositions très concrètes, très simples. Voilà, c'est ça qu'on pose comme question aux gens. Qu'est-ce que vous faites aussi ? Nous, on est là, on a fait de la veille, on a eu l'info, un peu par hasard. Si on n'avait pas bougé, on n'avait pas claqué notre premier communiqué de presse, je ne sais pas si les gens seraient informés aujourd'hui qu'on a implanté des OGM chez nous. Il y a 600 hectares de maïs chez nous qui vont permettre de nourrir le bétail, le cochon, les poules, les crevettes, et qui vont terminer dans nos assiettes pour les fêtes de fin d'année. Alors, voilà, c'est ça les questions. Fabrice vient de nous rejoindre au standard. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Donc, j'appelle, je suis un natif du sud-ouest de la France où on a beaucoup de cultures, beaucoup de céréaliers, et on a été confronté à ce genre de problèmes, bien sûr. Donc j'attendais la dame tout à l'heure qui parlait, il faudrait informer les gens, informer, mais moi je vais plutôt soutenir les deux messieurs qui ont parlé auparavant moi je veux dire, qui sont pour une solution plus radicale. Il ne faut pas attendre de trop, ça va prendre une ampleur terrible. Il va y avoir une contamination par une pollinisation, il va y avoir des problèmes de santé par la suite. Il faut passer à l'action. Vous êtes un petit pays, entre guillemets, quand je veux dire petit pays, c'est en superficie, et la pollinisation va prendre une ampleur terrible si on laisse faire ça. On commence par 600 hectares, mais ça va finir... je vois comment ça s'est passé dans le Gers, c'est-à-dire chez nous, le pays gascon, où c'est énormément de blé. La pollinisation s'est étendue sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Ça peut prendre une ampleur vraiment terrible, quoi. C'est ce que je voulais dire. Donc une solution peut-être radicale,
créer un groupe, créer un collectif comme nous avions fait dans les Landes et attaquer ça, c'est malheureux de dire ça à la radio, mais du fauchage. Merci Fabrice pour votre intervention et le partage de votre expérience. Quelqu'un veut réagir à ça, Claire? Alex, moi ce que je voulais dire, c'est ce qui interpelle aussi, c'est que normalement quand on cultive des OGM, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et notamment des zones tampons, des précautions pour décaler les semis, etc., pour la contamination. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pris en considération ici. Donc, c'est clair que là, la contamination, elle est en cours, elle est déjà bien avancée. Hein. Donc, effectivement, si rien n'est fait là tout de suite, on va vers des dégâts. Et comme disait Juanito, on aura du maïs... des OGM dans nos assiettes à Noël. Ouais. Voilà, c'est je me permets de poursuivre là-dessus. Nous, ce que nous déplorons, c'est depuis le début de cette affaire un énorme manque de transparence et de cohérence de la part des autorités. Déjà, un manque de transparence en amont, c'est de la part du fournisseur semencier australien qui, de façon complètement banale et anodine, change une petite référence sur le maïs qu'il exportait depuis des années ici, et ça devient, au lieu du 606, ça devient du 606 IT. Sauf que le 606 était un maïs hybride assez classique qui existe depuis assez longtemps, et là d'un coup ça devient changement de petite référence, 606 IT, oui, mais là c'est plus un hybride, c'est un OGM muté. Donc c'est pas du tout anodin, et on regrette beaucoup que les autorités tiennent comme discours dire non, c'est pas un OGM, donc il n'y a pas d'OGM en Calédonie puisque la réglementation les interdit. Donc il faut appeler un chat. Ce maïs muté, c'est un OGM, c'est pas un hybride. Laurent ? Oui, sinon ce que je voulais dire, c'est que nous sommes quand même dans un état de droit, et donc il y a des tribunaux, et donc rien n'empêche un agriculteur biologiste par exemple qui aurait planté du maïs dans le cheval, qui se verrait contaminé par ce maïs-là, d'aller porter plainte pour contamination, parce que en fait les sociétés qui vendent leurs OGM utilisent justement ce biais-là pour obliger les agriculteurs biologiques à cultiver leurs OGM, parce que la semence étant brevetée, une fois que ça a été contaminé, ils disent vous n'avez plus le droit de replanter ces graines, quoi. Donc il y a des voies, on est dans un état de droit, il ne faut pas faire sa justice soi-même, et donc il faut utiliser les leviers juridiques possibles. Jean-Paul nous rejoint au standard. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Je voudrais réagir un petit peu. Moi je suis agriculteur aussi, donc nous on plante les graines qu'on nous vend. C'est pas nous les importateurs, c'est pas nous les techniciens ou les politiques qui donnent les autorisations d'importation. On achète les semences qu'on nous vend, et puis voilà. Et maintenant, pour réagir à ceux qui veulent venir faucher là dans les champs, qui viennent. Hein, le mec du sud-ouest là le truc radical là, il faut aller faucher, qui viennent. Il va voir si les claquettes, il va pas taper derrière la tête. Merci Jean-Paul. Hein, donc il faut pas dire n'importe quoi. Oui. Nous on plante ce qu'on va acheter dans le commerce. C'est tout. Juanito, pour vous répondre. C'est certainement peut-être au niveau, pas des importations, c'est au niveau des importateurs, au niveau des autorisations de la DAVA, je ne sais pas qui donne les autorisations d'importation, voilà. Hein, mais il ne faut pas parler comme ça, parce que là, ils ne sont pas dans le sud-ouest, on va les regarder faire. Oui. Voilà, on entend votre préoccupation. Merci Jean-Paul. Bonne journée à vous également. Juanito, pour répondre peut-être. Merci beaucoup à Jean-Paul. Je suis content d'entendre un agriculteur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas, en métropole ici, les Calédoniens, c'est pas, on connaît. Hein, c'est pas la peine d'aller on va se prendre une balle, on connaît. Non, mais il faut être clair. Oui. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite sensibiliser. C'est bien le témoignage de Jean-Paul. Après, on peut aussi, pour protéger, comme j'ai dit tout à l'heure, notre biodiversité, être plus regardant sur ce qui nous est vendu. Et éviter à ce que l'on achète n'importe quoi. Après, s'il y a une réglementation qui impose aux agriculteurs d'acheter les graines, je ne pense pas qu'il y en a. Hein. C'est parce qu'il y a un seul fournisseur qu'ils ont l'habitude d'avoir, c'est l'Australien. Et on sait qu'en Australie, il y a beaucoup d'OGM. Comme l'a disait tout à l'heure Alex, on recevait des graines hybrides. Ça encore, c'est pas un problème. Mais là, il y a... Les graines hybrides, ça veut dire quoi ? Les graines hybrides, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les graines hybrides, c'est simplement donc c'est des croisements naturels qui sont faits, mais qui sont réalisés pour donner des nouvelles propriétés également, meilleur rendement, etc. Mais par contre, elles sont pas reproductibles, quoi. C'est-à-dire, on peut les replanter, mais par contre, elles vont pas redonner la même chose l'année d'après. Donc, en fait, on peut pas les réutiliser. Donc, on est dans un système de dépendance. Enfin, moi, je voulais juste dire quand même, parce qu'on se rapproche de la fin de l'émission, quand on voit bien, et merci beaucoup à tous les gens qui ont appelé, on voit que ça suscite quand même de l'intérêt, cette problématique. Et il y a eu pas mal de réactions juste après notre premier communiqué de presse, notamment de la part des institutions. Après, il y a eu un peu, malgré nos interpellations, un espèce de silence qui s'est mis en place avec des communications interposées par médias où nous on dit d'un côté il faut faire quelque chose, c'est dangereux, c'est des OGM, et d'un autre côté les élus ou les représentants sont invités, notamment en chambre d'agriculture, etc., pour dire non, ce que dit Stop OGM c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas des OGM. Donc, je pense que quand même il y a un espèce de débat de société là qui est quand même important, où les gens se posent des questions, et il serait intéressant d'avoir un débat serein où on pourrait échanger. Et quand un débat télé plateau sur NC Première aussi, où on peut face à face parler avec les élus. Après, nous on a demandé des rendez-vous, on attend des rendez-vous à la province, on attend d'être reçus, faire évoluer le code de l'environnement, faire bouger tout ça. Je veux dire, il y a une préoccupation et il s'agit de résoudre le problème aujourd'hui, quoi. C'est l'occasion. Joanito, et après on reçoit Stéphanie aussi. D'accord, vite fait, c'était juste pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le président de l'ERPA est passé sur votre plateau le 26 août. Il a clairement dit que les consommateurs, nous, et les producteurs comme Jean-Paul, on attend tous des signes de qualité. Voilà, c'est ça. Est-ce que qualité, pour les gens, c'est manger des OGM? Comme l'a dit tout à l'heure Rose, manger du poulet chloré, etc. C'est ça la question aussi qu'on pose. Nous, moi, en tout cas, je ne veux pas d'OGM chez moi. Moi, en tant que Kanak, je ne veux pas d'OGM. Je ne veux pas que les OGM viennent contaminer mes ignames, etc. C'est ça la question. Après, s'il y en a qui veulent... moi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des responsables, notamment politiques, qui modifient les lois, comme l'avait demandé tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric. C'est à eux aussi qu'on pose la question. Est-ce que eux, à leur niveau, ils veulent laisser tel quel? Est-ce que on parle d'autosuffisance alimentaire? C'est le mot un peu là en ce moment. Mais est-ce que c'est à n'importe quel prix? Voilà. C'est ça les questions. Pour commencer par l'autosuffisance. Si on veut l'autosuffisance alimentaire, préoccupons-nous de l'autosuffisance semencière. On est entouré de pays quand même dans la région qui produisent beaucoup d'OGM, l'Australie, Hawaï, etc., qui sont des gros producteurs. Soyons justement autonomes au niveau de ces semences. Stéphanie, bonjour Stéphanie, merci de votre patience. Je vous en prie, posez votre question. Merci. Vous écoutons. Je suis concernée, moi, par ce problème parce qu'en fait, j'élève des bêtes. Et donc, c'est vrai que vous parliez, la personne qui est intervenue, je crois que son prénom, c'est Joanito. Et la dame, excusez-moi, dont j'ai pas retenu le prénom, j'ai pris en plus votre émission en cours de route. C'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on donne à nos bêtes. Et tout à fait, moi, je trouve que de par le monde, on produit en masse. On sait que, par exemple, la viande, c'est très mauvais d'en manger tous les jours. On voit les problèmes de diabète, etc. Il faut peut-être manger moins de viande, mais une meilleure qualité. Je sais pas. Mais en tout cas, pas donner aux bêtes n'importe quoi. Et c'est vrai que la transparence à ce niveau-là, elle n'est pas au rendez-vous. On sait pas trop. Voilà. Il faudrait passer son temps à lire. Et encore, si c'est écrit. D'où proviennent, etc. Si les agriculteurs eux-mêmes ne sont pas informés de ce qu'ils plantent, de ce qu'ils achètent, comment est-ce que les gens qui nourrissent leurs bêtes peuvent savoir Voilà. Merci Stéphanie pour votre questionnement. Laurent, peut-être pour... On a passé quelques coups de téléphone aux acheteurs potentiels du maïs, en fait. Et donc, vous avez des fabricants de nutriments qui s'engagent à respecter une qualité et donc à ne pas acheter ce maïs. Et donc, je vous invite à se rapprocher de ces fournisseurs-là, quoi. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Un dernier mot peut-être aux Calédoniens, un message à faire passer aux Calédoniens. On a bien entendu tout au long de cette émission que c'est vraiment une problématique et qui doit faire débat
clairement, sans hypocrisie. Peut-être un dernier message aux Calédoniens aujourd'hui, avant de rendre l'antenne. Vous avez Joanito, la possibilité de vous informer. On a un site internet, stopogmpacifique.org. On a un espace Facebook dans lequel vous allez trouver toutes les informations. Vous allez prendre le temps de les lire pour ceux et celles qui s'intéressent. Les OGM en Nouvelle-Calédonie, la définition d'OGM, ce n'est pas clair. On a encore un texte à éclaircir. La définition n'est pas la même qu'en Europe, qui est plus précise et plus pertinente. Les maïs là, qui ont été plantés, ce ne sont pas des maïs interdits. Donc, c'est une réalité. Donc, mais ce sont des OGM, ça, c'est une vérité. Voilà, c'est ça que les Calédoniens doivent recevoir. Et maintenant, c'est la question que l'on se pose, c'est que voilà, les Calédoniens, est-ce qu'ils veulent demain retrouver dans leurs assiettes des OGM? Bon week-end. Voilà. Le message, c'était pour les élus. En fait, on savait pas trop comment s'y prendre. Ça fait 4 ans qu'on essaye de se battre, qu'on dépose des pétitions aux élus de tous bords. D'ailleurs, on savait pas qu'il fallait leur mettre des petits coups de claquette peut-être derrière la tête. Merci à tous les 4 d'être venus et puis pour votre présence ce matin pour nous parler des OGM.